Ces indications, nous devons ajouter, et c'est plus que cardinal pour nous, hein, c'est plus que essentiel, c'est fondamental, hein, c'est the core, c'est le joyau. La santé, l'éducation et la monnaie seront constitutionnalisées et ne seront amendables, bien sûr, mais ne seront amendées que par voie référendaire avec obligation de vote. Aucun technocrate, aucun chef d'État, aucun général, pire encore les généraux là, n'ordonnera quoi que ce soit sur la gratuité de la santé, l'éducation et la monnaie sans référendum populaire avec vote obligatoire de tous les Algériens. À cela, il y a quelque chose qui se trame en Algérie, dont nous avons parlé avant, là. Nous n'allons pas refaire le cycle des interventions. Les fréquences hertziennes, c'est une ressource stratégique qui doit être gérée avec les plus grands soins, avec la plus grande rigueur pour la défense nationale, quand bien même il est très difficile, parce que c'est une ressource naturelle diffuse qui va, les fréquences hertziennes de l'Algérie appartiennent au Maroc, appartiennent à la Tunisie, appartiennent à la France, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, à tous ces pays que vous voulez, là, au Mali, au Niger, hein, parce que ça circule. Vous pouvez pas, il est impossible de capter les fréquences hertziennes et les mettre dans un coffre. Voilà. Pour l'économie pratico-pratique, hein, réelle sur le terrain, même s'il a subi un cuisant échec, l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, est un modèle de combat et de lutte contre l'Union européenne et sa troïka pour ses compatriotes grecs. En termes de combat sur le terrain, là. Yanis Varoufakis est un exemple de premier choix. L'autre exemple de premier choix, le ministre allemand des Finances, celui qui a affronté Yanis Varoufakis. Lui, c'était la bête noire de Yanis Varoufakis. Combien même, en privé, ils se respectaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup. Le ministre allemand aimait beaucoup Yanis Varoufakis. Il dit, bon, si j'étais grec, j'aurais fait exactement comme tu le fais. Mais étant donné que je suis allemand, donc je fais ce qui est bon pour les Allemands. Voilà, hein, d'une manière très simplifiée. Il y a un cas peut-être peu débattu, peu discuté en Algérie. Non, pas du tout discuté en Algérie. La réunification des deux Allemagnes, l'ancienne RFA et l'ancienne RDA, qui ont produit la même Allemagne maintenant, une Allemagne unifiée, réunifiée. Maintenant, on ne parle plus de l'Allemagne réunifiée, on parle de l'Allemagne tout simple, tout court. Cela a été possible parce qu'il y a d'abord le sentiment patriotique des Allemands. On est réunifiés. Ça, c'est le sentiment patriotique. Mais d'un point de vue économique, bon, l'autre sentiment patriotique, c'est que maintenant, l'Allemagne, avec une population un peu plus importante, elle peut prétendre, population plus importante, elle a une meilleure économie, de meilleures écoles, de meilleures universités, meilleur système de soins, un bon système de santé, etc., etc. Mais elle peut prétendre aussi à recouvrer, à avoir une place au Conseil de sécurité de l'ONU, comme membre permanent, pour éventuellement chasser la France. Donc, la réunification des deux Allemagnes est un merveilleux cas théorique. Donc, durant les négociations et les discussions sur la réunification des deux Allemagnes, les économistes omnibus, c'est-à-dire ceux de plateaux de télévision, etc., même des universités, ont pensé ou ont suggéré à ce que l'Allemagne
abaisse le taux d'intérêt bancaire, le taux directeur de la Banque centrale, de la Bundesbank, pour favoriser l'investissement, c'est-à-dire la création de l'emploi, tant pis pour l'inflation, etc., parce qu'il y a les Allemands de l'Est qui sont quasiment sous-développés. Habitués à pas à la rente, habitués à la fainéantise, comme en Algérie. Hein. C'est-à-dire l'ouvrier, le salarié est-allemand à l'époque était peu productif. Donc, les économistes ont pensé que l'Allemagne de l'Ouest à l'époque allait faire ce qui est appelé une politique monétaire laxiste, c'est-à-dire abaisser les taux d'intérêt et tant pis pour l'inflation, c'est-à-dire tant pis si l'inflation explose. Non, l'Allemagne a fait le contraire. Elle a augmenté le taux d'intérêt pour serrer sur le marché de l'emploi. Elle l'a serré, mais éviter l'inflation. Donc l'Allemagne a évité pour l'option lutter contre l'inflation, et tant pis pour le chômage s'il augmente. Mais en parallèle, bien sûr, elle a offert toute la gratuité de ce que nous venons de dire. C'est-à-dire les Allemands de l'Est bénéficient du système de santé, du système éducatif allemand, etc. Ouest allemand, bien sûr. Ouest allemand. Et progressivement, bien sûr, la modernisation, l'investissement dans les anciennes usines de l'Allemagne de l'Est ont apporté la prospérité et la croissance que nous connaissons à l'Allemagne actuellement. Alors maintenant que nous avons mis le cadre théorique, maintenant nous venons à la visite du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, en Algérie dans son aspect économique. Vous avez remarqué que l'information dans les journaux, télévision, sur cet aspect-là est quasiment absent. C'est-à-dire le détail, les chiffres, etc. Sont loin d'être connus. Donc nous allons faire un peu de divination, ou bien un peu de déduction, un raisonnement déductif. Ah, c'est comme ça, à travers certains signaux, des signaux de rien du tout. Première remarque. Les deux personnes qui ont signé certains documents à la présidence de la République de l'Algérie, conciergerie du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, c'est une conciergerie. Hein. Ils ont signé des accords de coopération. D'accord. À un niveau plus bas. Ils ont signé des contrats. La différence entre un accord et un contrat, l'accord n'est pas coercitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de respect. Le contrat est coercitif, c'est-à-dire il y a ce qui est appelé a third party, une troisième partie, une tierce partie. Ça rentre en théorie ce qui est appelé la sélection adverse et l'aléa moral. En d'autres termes, c'est si tu triches, si tu dévies, if you are cheating, you will pay, tu vas payer. Ou devant les tribunaux. Comment pourra se faire le paiement devant les tribunaux? Par exemple, la saisie d'un avion, d'un ou plusieurs avions, cela s'est produit en Argentine, au Chili, la saisie des bateaux, le blocage des actifs ou des avoirs financiers de l'Algérie à l'étranger, plus les amendes, etc., plus la perte de crédibilité de l'Algérie, etc., etc. Donc ça, dans le cadre d'un contrat. Mais dans un accord, libre-service. Exemple, la partie de l'accord
qui a été signé et qui est complètement, c'est du pipou, qui contient un double zéro pointé, la Commission sur l'histoire. Alors qu'avant, le lèche-botte du roi de France et ses colonies africaines, l'historien qui lèche les bottes du roi de France, etc., s'était allé dans les médias français, en Algérie, complètement absent. Il était transparent, même carrément mort. Que dire d'une commission? Ça, c'est du pipeau. Comme nous l'avions dit, il y a l'aspect économique de l'identité française en Algérie. D'accord? L'aspect économique de l'identité. Sur l'enseignement du français, etc. Bon, nous avons anticipé. Donc ça, c'est l'élément, la différence très d'un niveau supérieur entre un accord et un contrat. Un contrat. Maintenant, l'Algérie va signer des contrats avec la France à travers des entreprises, le NGIE, la France, nous allons revenir sur les chiffres de l'énergie, Sonatrach, etc. Ce qui est absent, les chiffres, les prix, etc. Mais plus important que ça, le roi de France et ses colonies africaines, l'actuel président de la France, est venu en Algérie avec des contrats et des accords préécrits. C'est-à-dire, à Alger, ils n'ont fait que signer en s'étalant sans aucune honte devant la télévision. Langue de bois. Langue de bois. Nous vous demandons d'éviter cette expression. Au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, nous vous renvoyons à notre présentation, ce n'était pas une conférence, présentation en 2013 à l'Université de Montréal, à Montréal, pour la communauté algérienne de Montréal. Dans les contrats de l'OMC, dans la jurisprudence du droit international des affaires, il y a ce qui est appelé un contrat odieux. C'est-à-dire, si les contrats sur l'énergie et l'économie en général, l'économie ont été signés par les deux chefs de l'État, ont été signés par les deux chefs de l'État, la nation algérienne pourra soulever le caractère odieux de ces contrats. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle la résolution de contrat. C'est-à-dire la résolution de contrat, c'est l'annulation pure et simple des contrats parce qu'il est odieux. Le caractère odieux est une jurisprudence de l'OMC. Donc voilà pour le truc. Nous, côté droits de l'homme, nous serons intraitables sur ça. Hein. Intraitables. Comme nous l'avions dit auparavant, nous cessons de revendiquer, dans la précédente intervention, nous cessons de revendiquer la libération des otages algériens parce que des otages, les détenus politiques, ils sont des otages. À un régime dictatorial, à un fascisme, nous leur demandons de demeurer patient, même si la patience est difficile. Maintenant, nous sommes obligés de revenir sur ce que nous avions dit dans la précédente intervention, l'aspect politique. Nous répétons que l'état-major de l'armée algérienne doit être renouvelé par les officiers à l'intérieur même de l'armée en évitant tout ce qui est, en évitant d'abattre les soldats, d'abattre moralement les soldats, hein. Ça c'est la première, en évitant tout esprit de mutinerie, et en chassant de leur esprit cette histoire de coup d'État là. Vous avez les militaires algériens ont fait suffisamment de coups d'État qui ont poussé l'Algérie vers le fond de l'enfer. L'Algérie ne tient que grâce à la résistance de ses patriotes. Nous revenons sur l'indispensable hymne national bilingue maintenant. En 2014, ça fait 8 ans maintenant.
Les Algériens doivent avoir, pas doivent, nous excusons pour le mot doivent, avoir, doivent, non, ça fait autorité. Les Algériens doivent, seraient avisés de réfléchir aux avantages et inconvénients de doter l'Algérie d'un hymne national bilingue et de s'inspirer de la décision de Abban Ramdan de confier à Moufti Zakaria la confection d'un hymne national bilingue à semaine. S'inspirer de cette décision d'une lucidité hors norme et de l'avis de Hussein Aït Ahmed qui avait suggéré en 1964 de le revoir. Et nous profitons de l'occasion pour penser à Dihya Louise. Que la vie, que sa vie, que nous espérons au paradis, a empêché de concevoir, de créer un poème, un nouvel hymne national bilingue. C'est ce que nous avait dit. Un élément que nous avons oublié dans notre précédente intervention, nous avons saisi des chefs d'État africains, nous avons saisi l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, nous avons évité de nous adresser à la Ligue arabe, même si nous l'avions fait auparavant à travers d'autres canaux. Nous l'avons fait, hein, c'est-à-dire nous avons saisi le secrétaire général de la Ligue arabe. C'est ça là. Hein. Nous pensons maintenant actuellement au bien-être des populations, des Algériens et des Africains. Il y a le complexe de la non-propriété. Complexe de non-propriété, c'est quand vous ne possédez pas un bien, quand ce n'est pas votre propriété privée, et qu'une personne le met à votre disposition, vous pouvez fermer les yeux sur sa qualité, sur sa bonne utilisation, sur le bon usage que vous allez en faire. Nous avons saisi l'OTAN, le président des États-Unis d'Amérique et le secrétaire général de l'ONU pour abroger l'article 6 du traité de l'OTAN qui maintient l'Algérie sous tutelle de la France. L'État algérien, les généraux algériens, la diplomatie algérienne sont tellement faibles, tellement susceptibles, plus susceptibles que les souris sans queue, plus complexés, qu'ils n'ont jamais osé l'aborder, au moins ne serait-ce que d'une manière feutrée, là, publiquement. Pourquoi? Parce que le roi de France va leur taper sur les doigts. Et il va les soumettre à un chantage infernal. Voilà. Le chantage infernal du roi de France et ses colonies africaines, c'est à travers l'organisation qui a disparu complètement des médias, l'organisation française qui s'appelle Sherpa, qui suit, qui piste les fortunes, les détournements d'argent des Africains en France. C'est une association d'avocats. C'est à ce niveau-là, association d'avocats, Sherpa, donc elle traque les fortunes mal acquises. Là, vous remarquez que la Tunisie, l'Algérie et le Maroc n'ont jamais été touchés. Pour la Libye, ils ont commencé, mais ils se sont arrêtés rapidement. L'Algérie n'ont jamais poussé. Pourtant, des fortunes algériennes sont en France. Des fortunes issues de détournement et de vol. Hein. Quand nous parlons de fortunes acquises dans le cadre d'un business, si tant un business honnête existe, non, c'est un arbi. Voilà. Donc, ils sont tellement susceptibles qu'ils n'ont pas ce courage d'assumer. Côté économique, nous pensons que notre présentation que nous avons faite à Akbou, que nous avions faite à Akbou en 2013, sur l'approche des droits humains par l'inflation,
comment on mesure les droits humains par l'inflation. L'inflation, c'est un sujet là, hein, très brûlant. Fait partie de ces petites tâches que nous serons heureux de refaire, mais dans le sud de l'Algérie. Pas dans le nord, là. Le nord, là. Maintenant, ce jour, nous ajoutons que la suppression des marchés parallèles de la devise internationale, des monnaies internationales, l'euro, le dollar en Algérie, doit être supprimée immédiatement. Immédiatement. Pas la semaine prochaine, pas dans un mois, immédiatement. Mais, allez, à tous ces vendeurs de monnaie étrangère en Algérie, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Faites du business à partir de vos maisons, dans un cadre privé. En attendant dans les actions, la norme juridique, l'application et les mécanismes judiciaires de mettre en œuvre cette interdiction de vente. Elle doit être supprimée. La démonétisation, en 2015, nous l'avions abordée, mais nous l'avons vite évacuée. La démonétisation actuellement, d'un point de vue économique, patriotique, elle s'impose. Mais d'un point de vue politique, elle est très risquée. Elle demeure risquée. D'un point de vue patriotique, elle s'impose. Et cette démonétisation, nous la suggérons au pays de la zone CFA. La démonétisation en Algérie pourrait se faire progressivement. Prendre les billets de 2000 dinars et prendre les pièces métalliques. Les pièces métalliques, c'est une catastrophe. C'est un désastre, c'est un cataclysme en Algérie. Des pièces métalliques de 200 dinars, de 500 dinars. Nous pensons 500 dinars, nous ne sommes pas sûrs si elles existent ou pas, mais nous pensons qu'elles existent. 500 dinars. Catastrophe, yo. Un Algérien qui peut avoir, il suffit combien là? Il suffit qu'il ait 20 pièces de 500 dinars dans sa poche, qui vont lui trouver sa poche qu'il va perdre pour avoir 10 000 dinars dans sa poche. Démonétiser. Il est temps. Il faut commencer par 2000 dinars. Les billets de 2000 dinars. C'est une opération extrêmement risquée, mais indispensable. Pourquoi elle est risquée? Nous revenons à la légitimité populaire, démocratique, constitutionnelle, de ceux qui doivent ordonner ça. Ça demande la fermeture des frontières de l'Algérie pour un laps de temps, 48 heures, 72 heures. Tu fermes tout. Mais ça demande des services de sécurité, tant civils et militaires, des plus intègres, des plus patriotes, des plus incorruptibles. Et autant pour les magistrats. Donc, intègres, patriotes et incorruptibles. Parce que l'origine des capitaux doit être demandée. L'origine des capitaux. Avouez qu'un individu qui va se présenter avec 3 milliards de dinars en coupure de 2000 dinars, qu'il a fait du trafic de drogue ou d'alcool, qu'il avoue, tant mieux. Avoue, probablement que le tarif sera réduit pour la sanction. Mais actuellement, un état-major est complètement déglingué. Déglingué, nous évitons les mots méchants. Hein. Il est déglingué, complètement déglingué. Mais ça, le drame, c'est qu'il fait la joie des Français et des Occidentaux. Dans l'ère du temps, il y a des augmentations de salaire et pensions de retraite. Pour nous, nous disons augmentation de revenus, c'est plus simple. Si pour les précédentes, nous avions dit notre opposition, que dire de celle-là?
Nous disons qu'aux Algériens, les Algériens qui accepteront, ceux qui ont pris cette décision sont des antipatriotiques, sans plus. Jamais nous dirons qu'ils sont des traîtres. C'est le summum de l'abjection, non, non, du déshonneur, non. Nous ne dirons jamais que ce sont des traîtres. Mais c'était une décision antipatriotique. Même si nous avions dit que nous sommes un antirationaliste, c'est une décision économique, à rationalité économique complètement douteuse. Parce qu'en augmentant la masse monétaire, en augmentant les salaires et les pensions de retraite d'un point de vue nominal, d'un point de vue réel, ils vont baisser. Ils vont baisser, comme ça. Parce que c'est l'inflation. En parlant maintenant de l'inflation. L'information dit qu'il y a cette augmentation des salaires pour lutter contre l'inflation. C'est d'un imbécilisme, d'un infantilisme complètement vil. En augmentant les salaires, on augmente l'inflation. Parce qu'il n'y a pas de production. Maintenant, ce sont les Algériens qui doivent refuser cette augmentation. Non. Ce sont les Algériens qui doivent demander la baisse des salaires de leurs revenus. Ils se sentiront mieux. C'est difficile à imaginer, bien sûr. Même vous sortez dans la rue, vous dites, oui, nous avons demandé à ce que nos salaires soient baissés, et ils ont été baissés. Bon, Dieu merci, nous avons participé à l'effort patriotique. Ça, c'est d'un point de vue moral, spirituel. Mais d'un point de vue économique, vous allez voir, sur le terrain, là, la baisse des prix, avec la démonétisation, bien sûr. Et la suppression des marchés, des monnaies internationales en Algérie. Les monnaies internationales en Algérie, maintenant. En parlant de monnaie internationale et d'inflation. Qui crée l'inflation en Algérie? Est-ce les pauvres ou les riches? Il faut répondre à cette question. Qui crée l'inflation en Algérie? Est-ce les pauvres ou les riches? Si on voit d'un côté quantitatif le nombre, ce sont les pauvres qui sont plus nombreux que les riches en Algérie. Donc, ce sont eux qui sont source de l'inflation, cause de l'inflation. Si on voit du côté puissance monétaire, puissance financière, ce sont les riches, s'en foutent royalement. Même s'il dit que le kilo de pommes de terre ou de tomates est très cher, il s'en fout. Il peut l'acheter. Qui fait l'inflation? Les riches ou les pauvres? Maintenant, l'autre question. Est-ce que ce sont les importateurs Trabendo aux frontières qui augmentent l'inflation en Algérie? Oui, l'inflation importée. Ça, c'est banal. Est-ce l'absence d'incitatifs économiques, d'incitatifs, des encouragements économiques? Exemple d'encouragement économique, un incitatif qui vaut 0 dinar, qui coûtera 0 dinar à l'Algérie, l'Algérien. La liberté totale dans le commerce, par exemple, des fruits et légumes. Totale liberté. Oui, nous allons repartir vers la production. Les Algériens repartiront vers la production dans la mesure où ils savent que le gendarme, le petit policier du coin là, qui fait sa loi, qui fait le shérif à Ouagnouna, à Boujlel ou à Maafkas ou à Sidi Aïch, ou dans les petits villages là de la steppe de Djelfa, Boussaada et de Tamanrasset, ils vont lui dire, monsieur, là, allez, fichez-nous la paix, nous sommes autorisés à vendre sans facture, sans bon, sans quoi que ce soit. Oui, c'est de l'économie informelle. Elle est informelle, il n'y a pas de facture, etc. Mais c'est de l'économie réelle qui va aider l'emploi. C'est l'exemple. Après, de la régulation viendra. Maintenant, l'essentiel, c'est de nourrir les Algériens,
L'essentiel, c'est de laisser les Algériens travailler, honnêtement, bien sûr, patriotiquement. Alors maintenant, nous allons revenir passer à la dernière partie. Le roi de France. En 1847, le blé, les Turcs, l'Algérie et la France. Pardon, en 1827, pas en 1847, en 1827, 3 années après, avant 1830. Donc, pour maintenant, nous allons aborder l'aspect économique. Tout à fait au début, nous avons parlé d'empreinte écologique et d'empreinte carbone. D'empreinte carbone de l'Algérie pour bénéficier des avantages du protocole de Kyoto, la mise en œuvre conjointe, développement propre, la vente des actions carbone, des titres carbone. Là, hein. Marché de Chicago, le marché de Montréal. Nous avons parlé aussi de la participation de la nation algérienne dans l'effort universel de protection de la nature et de l'environnement. Dans nos mots maintenant, nous allons inclure les pays voisins qui utilisent le franc CFA, le Mali et le Niger. Nous allons utiliser, bien sûr, penser à tous les pays qui sont dans un processus d'extermination par le franc CFA. Processus d'extermination. Bien sûr, nous éviterons de rentrer dans les détails de l'empreinte écologique et l'empreinte carbone. Nous les avons abordés il y a assez longtemps de cela. Voici, ça c'est une photo satellite de Google. Donc c'est l'Algérie, le Mali, le Niger, la Libye. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici le Sahara occidental, le Tchad et la partie nord du Burkina Faso. Donc le Maroc est ici, là. Hein. Le Maroc est ici et il est concerné. Bon, maintenant ça c'est une image, une carte géographique de l'empreinte écologique de l'Algérie, d'un organisme un peu plus spécialisé. C'est pas d'un organisme, d'un service secret américain. D'un service secret américain qui a été déclassifié. Ce sont des documents déclassifiés des services secrets américains. Vous voyez ici, juste la mention ici, là, hein? Là, en vert, unclassified, et la même chose ici, unclassified, c'est-à-dire ils sont d'utilisation publique. Donc c'est la même image, vous voyez le jaune qui est là et le jaune qui est là. Donc ici, nos compatriotes d'Algérie et tous les Africains qui utilisent le franc CFA, nous pensons au Mali, au Niger, au Tchad, à la Libye, à la Mauritanie, au Maroc, pas le Maroc bien sûr, pas la Mauritanie, hein, ceux qui utilisent beaucoup plus qui utilisent le franc CFA, donc qui doivent participer à l'effort de la protection de la nature et de l'environnement. Donc ça c'est pour la nature que nous avons abordée à plusieurs reprises, hein, à plusieurs reprises. Tout à fait au début, nous avons parlé de l'évolution de notre pessimisme vers l'optimisme dans le cadre de nos compatriotes d'Algérie, dans le cadre de notre patrie, l'Algérie. C'est-à-dire maintenant, notre pessimisme évolue vers l'optimisme. Hein. C'est un optimisme un peu qui nous donne des inquiétudes. Mais nous sommes optimistes. Dans la précédente intervention, nous avons parlé de notre inquiétude sur la non-action, sur le silence du Fonds monétaire international. Récemment, nous avons reçu un bulletin d'information de la Banque mondiale qui est très intéressant dans le cas de l'Algérie, hein, non spécifique à l'Algérie, mais qui est très intéressant à l'Algérie. Voici le dernier compte rendu du FMI
euh, la consultation de 2021 au titre de l'article 4 des statuts du statut du FMI qui disent, c'est un communiqué du 4 octobre 2021, hein. Il dit euh, leurs inquiétudes. Il dit ce qui est nécessaire pour l'Algérie, des réformes très vastes, etc., etc. Donc, il est urgent de recalibrer la politique économique pour corriger les déséquilibres macroéconomiques tout en protégeant et renforçant le soutien aux tranches les plus vulnérables de la population. Vulnérable de la population, c'est les fameuses allocations chômage, là. Et, euh, et la transition de l'Algérie vers un nouveau modèle de croissance requiert la mise en œuvre d'un vaste ensemble de réformes structurelles, hein. C'est-à-dire il faudra radicalement changer la structure de l'économie algérienne, dont les mesures visant à améliorer la gouvernance économique, hein, c'est-à-dire la pression des organisations internationales sur l'Algérie, et à favoriser l'émergence d'un secteur privé dynamique et la création d'emplois. Donc voici, nous l'avons traité auparavant, hein, c'est-à-dire pour l'analyse économique de ça. Il faut y aller vers nos interventions précédentes. Tenons, en plus de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, nous nous adressons aux nations africaines qui vivent l'extermination par une extermination sournoise, pernicieuse, par le franc CFA. Nous répétons pour ces nations que l'ECOWAS, c'est la CEDEAO. L'UMOA sont des organisations terroristes. Voilà. On passe ça maintenant, hein. On va passer. Il est temps de vous réveiller et d'exiger la sortie de la zone CFA dans l'extrême urgence. Vous allez vivre un tremblement de terre qui vous rendra très, très, très heureuse. Nous parlons des nations. Le tremblement de terre que vous vivrez vous fera vivre un bonheur inouï, celui d'avoir votre propre monnaie, sachant que la monnaie est une identité. Donc, dans le cas de l'Algérie, ceux qui prennent la décision publique maintenant sont en train de détruire la nation algérienne, ses ressources naturelles, son environnement. Ils sont en train de le détruire. Sommes-nous tentés par appeler à un soulèvement populaire ou des manifestations? Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il s'agit d'un problème entre Algériens, d'une situation que nous vivons tous, qui demande de la résistance, qui demande de la dignité, qui demande de l'intelligence dans l'action. De l'action pacifique. L'intelligence avec une amazirité retrouvée, recouvrée. Voilà. L'Algérie, l'État algérien actuellement est en train de brader toutes les ressources naturelles. Il creuse, il détruit la nature, il détruit la nation algérienne, tout ce que vous voulez. Les dirigeants africains des pays français, enfin, c'est encore pire. C'est encore pire que ce que fait l'État algérien. L'État algérien de généraux complètement à la dérive, hein, à la dérive totale. D'un soi-disant président de la République qui ignore tout, absolument tout de ce qu'il dit, même si nous répétons la légitimité démocratique, la légitimité populaire et constitutionnelle sont les clés pour l'élection d'un président de la République, même si c'est un homme de théâtre, comme le cas de l'Ukraine. On s'en fout. Démocratie totale, des droits de l'homme, alternance au pouvoir, voilà. Parce qu'il y a des chefs d'État qui n'ont pas fait l'école et qui ont dirigé merveilleusement bien leur pays.
Donc, les pays de la zone CFA, les dirigeants, nous vous le disons d'une manière très simple, naturelle, sans méchanceté, mais avec gravité. Nous l'avions dit auparavant. Vous pouvez demander à la Fédération de Russie, à la Chine, au Japon, de vous doter d'une banque centrale et d'une monnaie autonome. Une monnaie autonome. D'une monnaie nationale. Autonome de la France. Vous pouvez le demander. Vos nations seront heureuses. Et vous allez transformer la série de coups d'État que vous êtes en train d'organiser là en acte patriotique. Et vous aurez, bien sûr, la décence de quitter le pouvoir après ça. La décence. Même si vous quittez le pouvoir maintenant, les futurs dirigeants sont avisés que l'indépendance monétaire est sine qua non, est vitale. Est vitale. Le roi de France et de ses colonies africaines, c'est des chiffres très légers. Hein. Ce sont des chiffres très légers que nous allons lire rapidement pour vous, interpréter pour vous. Dans la zone euro et dans l'Europe du Sud, l'unique pays qui souffre du déficit de la balance commerciale est la France. C'est la première. Deuxième, le pays le plus endetté de l'Europe du Sud, environ 3 000 milliards d'euros de dette souveraine, c'est la France. Donc, en faisant capituler Alger, leur a demandé d'arranger sa balance de paiement, sa balance commerciale, c'est-à-dire nous allons importer de France. Et à Alger, les cocos d'Alger là, ont été incapables de lui demander le remboursement de 3 milliards de dette que l'Algérie, de la créance que détient l'Algérie sur la France. On est chiffres. Il y a ces graphiques que nous allons aborder après. En 1827, les Juifs d'Algérie ont vendu du blé à la France. Ayant peur de ne pas être payés par la France, ils ont demandé des garanties au Dey d'Alger. Hossein Ahmed a dit que si l'histoire se recommence, ce n'est ni avec les mêmes hommes, ni dans les mêmes conditions. Ça, c'est Hossein Ahmed. Ce n'est ni avec les mêmes hommes, parce que c'est vrai. Naturellement, oui, les hommes changent. Certains meurent, d'autres naissent, d'autres grandissent, d'autres deviennent handicapés, certains sont plus éclairés sur le devenir d'une nation et non pas de leur personne. Ah, donc, dans ce point de vue-là, ce n'est ni avec les mêmes hommes, ni dans les mêmes conditions. Donc, côté naturel, le côté biologique de l'individu, cher Hussein, tu la balises. Donc, de quels hommes parlait-il? Des hommes patriotes, généreux et bons. Est-ce que l'Algérie et l'Afrique ont des hommes généreux, patriotes et bons? Hossein Ahmed a dit, ni dans les mêmes conditions. Les nations... Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, la Libye sont en état de guerre. Les pays du Sahel et les anciennes colonies africaines n'en sont jamais sortis d'une guerre. Donc, de ce point de vue, ce que Hossein Ahmed a tort, ce sont les mêmes conditions. Conditions de guerre, conditions de famine, conditions de pauvreté, conditions de maladie, tout. Conditions d'asservissement.
Est-ce que Hussein a raison de ce côté-là? La réponse, c'est de dire est-ce que Hussein a tort? De répondre à la question est-ce que Hussein a tort? Les mêmes conditions. Oui, ce n'est pas dans les mêmes conditions. Donc Hussein a raison. Pourquoi ce ne sont pas les mêmes conditions? Parce que nous sommes dans un monde multipolaire. Nous sommes dans un monde multipolaire. Alors que durant la guerre d'Algérie, le monde était bipolaire. URSS et les USA. Avant la bipolarité, il n'y avait aucun pôle. Il y avait quelques puissances économiques, comme l'Espagne, le Portugal. Et regardez ce qu'elles sont devenues, ce que sont devenus ces pays. Voilà. Les mêmes conditions. Donc, les conditions ont changé. Le monde est devenu multipolaire. Les nations, les peuples comprennent mieux, mais réagissent mal. Comprennent mieux les enjeux mondiaux, les enjeux nationaux, les enjeux régionaux, mais réagissent mal. Est-ce que la conscience du patriotisme s'est étiolée? Oui, mais pourquoi cette conscience du patriotisme s'est étiolée? C'est à cause de l'ultralibéralisme et le libertarisme, entre autres. Actuellement, c'est la cupidité, c'est la course vers l'égoïsme. Donc, Hussein a raison, ce n'est ni avec les mêmes hommes. Algérie, Michel Onfray a qualifié l'État algérien d'État mafieux. L'État, en parlant des officiels. Quand bien même, à une autre occasion, nous allons remettre les points sur les i à Michel Onfray sur son affirmation que l'Algérie nous déteste. Monsieur Onfray, si vous nous écoutez, à l'occasion, nous vous répondrons sur ça. Donc, voilà, donc en 1827, les Juifs d'Algérie, de ce qui allait devenir l'Algérie, ont vendu du blé. Ils ont demandé une garantie aux régents d'Alger, aux régents, aux dés d'Alger, pour des garanties financières pour qu'ils soient payés. En réclamant la créance, en demandant le recouvrement de la créance, il y a eu le fameux coup de l'éventail d'Alger. Bien sûr, à l'époque, la marine turque, puisque c'est elle qui était en Algérie, était réputée. Les corsaires qui sévissaient dans la Méditerranée étaient réputés. Les corsaires de la Méditerranée, c'est l'équivalent, actuellement, ce sont les pirates de la Corne de l'Afrique. Hein, ils sont là. Hein. Donc l'histoire se recommence. Donc, il y a eu le fameux coup de l'éventail qui a été un prétexte pour l'expansion de la puissance de la France, de l'Empire français, en 1830, qui a fini par le débarquement de Sidi Ferruch, etc. Donc, c'est le blé. Regardez, le blé, la dette et créance, et l'expansion, la puissance, les trois éléments clés. Actuellement, l'Algérie, en signant des accords, des contrats avec la France, ENGIE, l'énergie, avec les Turcs, etc., la fédération de Russie dira à ceux d'Alger, là, vous êtes en train de marcher sur des clous brûlants. Nous accepterons ces deals que vous faites avec la France à condition que nous transfériez une partie de vos recettes dans l'acquisition de l'armement. Ça, c'est la première. 2, une partie de vos recettes viendront pour l'acquisition du blé. 3, nous lâcherons la France qui s'est déjà lâchée sur vous. La Turquie va laisser la France va raser l'Afrique. La Turquie. Ah oui.
Parce que la ligne rouge, c'est la Turquie maintenant. Hein. Ce n'est plus Berlin, hein, le mur de Berlin. Ça, c'est le truc. Donc l'Algérie sera obligée de céder à la France et de céder à la Russie. Ah, l'Algérie va céder à la France et à la Russie, donc les Américains vont demander leur part. On veut ce que nous voulons, le pétrole, une partie du pétrole. Ah, la Chine va exiger que ces investissements en Algérie dans le cadre de Obori, One Belt, One Road Initiative, dans le cadre la ceinture de la Chine, là. One Belt, la ceinture chinoise. One Belt, One Road Initiative. Elle va demander. Donc avec les dirigeants actuels et ces généraux qui s'étripent dans l'indignité totale, hein, une indignité totale. Hein. Coup d'État, des trucs, des règlements de compte, prison, libération, etc., etc. Donc, la France, dans les pays de la zone CFA, hein, uniquement zone CFA, hein, vous voyez ici la deuxième colonne, et qui utilise la langue française à une exception près. Hein. CFA, language, French, excepté la Guinée-Bissau, qui utilise le portugais, hein, la Guinée-Bissau, Alger. Alger, de la Mecque des révolutionnaires, elle est devenue l'escale des tortionnaires et des dictateurs. Bon. Donc, les populations des colonies françaises qui parlent français s'élèvent à 143 376 397 personnes. Hein? Français et qui parlent français. C'est 143 376 397 âmes qui sont prises en otage par le roi de France. Quel est le PIB de ces populations? 145 738 milliards de dollars. 145 milliards 738 millions de dollars. Ah, pardon. Répétons. 145 milliards 738 millions de dollars pour 143 376 397 personnes. Ce qui donne un revenu par personne de 2 dollars par 78 par jour. Pour les 3 colonies françaises en Afrique du Nord qui ont leur propre monnaie, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, il y a 92 17 530 habitants. Arrondissons, 92 100 000 habitants. Pour un PIB de 333 milliards 59 millions de dollars. C'est-à-dire 92 millions font un PIB de 333 milliards de dollars. 143 millions font 145 milliards. C'est-à-dire, d'un point de vue prospérité économique, l'Algérie et le Maroc font mieux que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pays africains. Hein? Et ils continuent, ces pays qui utilisent le franc CFA, continuent à se taire. Nous parlons des dirigeants. Et ils continuent d'être menés à la baguette par une Union africaine complètement disloquée, par la CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA. Statistiques de Eurostat, ce sont les dernières disponibles. Eurostat. Import dependency in 2020. La dépendance à l'importation en 2020. Concernant l'énergie, hein, la France dépend à 45% à peu près
La France dépend à 45%. Le Portugal à environ 68%. Les chiffres, ouais. La France, oui, à 44%. L'Allemagne à 64%. L'Allemagne, nous l'excluons. Le Portugal à 65%. L'Espagne à 68%. L'Italie à 73%. Maintenant, vous comprenez pourquoi le président du Conseil italien est venu, là, bon, celui de la BCE et de Goldman Sachs est venu, dépendance 73%. L'Espagne à 68%. Ah oui, donc il veut venir en Algérie, là, pour reprendre sa part, sachant qu'il a violé, l'Espagne a violé les eaux territoriales algériennes, et regardez l'accord sur la pêche, là, hein, la loi sur la pêche, les ressources halieutiques, hein, ça on oublie, là. Et la France dépend à 44%. Soit. Ça, c'est la dépendance à l'importation de l'énergie en Europe, sur quelques pays. La France a imposé sa loi, elle a fait capituler Alger. Donc, elle pourra se faire livrer du GNL par les Algériens et du pétrole algérien à partir d'Alger, ou d'Oran, ou de Skikda, ou, voilà, ou de Béjaïa. Le GNL, elle pourra se faire alimenter par l'Espagne vers le sud de la France, le sud, centre et sud-ouest, par l'Italie, par le sud-est. Ce qui lui reste de dépendance, elle va le prendre via les métalliers. Elle va prendre les métalliers dans l'opacité la plus totale concernant les prix et les quantités. Voilà. Et dans l'opacité, dans la clarté la plus totale sur la destruction de l'Algérie. Un autre chiffre. Eurostat. La France dépend à 94,7%. Ça, c'est la France, en rouge. À 94,7% du GNL. L'Espagne à 97,5%. L'Italie à 92,8%. Pour les autres énergies, l'énergie nucléaire utilisée en France, c'est l'uranium du Mali, du Niger, du Tchad, et les pierres précieuses et les diamants de la République centrafricaine. Ça, c'est pour l'énergie nucléaire. Ces pays croient-ils que la France va les lâcher? Elle pourra les lâcher en déclenchant une guerre et en maintenant ses entreprises là-bas. Elle va déclencher une guerre pour maintenir ses entreprises là-bas d'extraction. Donc, à ce mur, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la réponse à ce mur? La coordination entre les États, la dignité patriotique des nations, l'intervention de l'ONU et des puissances, du Conseil de sécurité, et l'acceptation des sacrifices. Donc maintenant, le dernier élément, l'État algérien nous bassine avec ces histoires d'augmentation de la balance courante, etc., avec les pays voisins. Nous nous inscrivons radicalement contre le commerce international utilisant le franc CFA avec le Mali, le Niger, le Tchad, tous ces pays-là. Nous interdirons tout commerce international avec ces pays au moyen du franc CFA. Nous opterons pour le troc. Il est hors de question pour nous de lâcher les populations du Mali, du Niger, l'autre nation africaine. Les Algériens d'avant les ont aidés à se libérer de la France.
Les Algériens de maintenant doivent les aider à demeurer en vie. Donc le troc. Ainsi, nous éviterons le trafic frauduleux, la mafia du franc CFA. Nous rendrons ces nations plus riches parce que le troc sera basé sur des prix amiables, sages et durables. Le troc a été pratiqué par le Maroc et le Sénégal. Du moins, des Marocains et des Sénégalais ont pratiqué le troc le long du fleuve Sénégal. Et nous allons réduire la facture d'importation du Mali et du Niger. Et nous allons bien sûr économiser des ressources en monnaie internationale. Nous allons remettre la pression sur le roi de France et ses colonies africaines. Parce que toutes les pressions qui s'exercent sur les nations africaines vont s'exercer sur la nation française. Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes d'Afrique, sagement, lucidement, nous vous demandons d'opter pour premièrement pour la paix, le recouvrement de vos identités, l'indépendance monétaire, et d'agir par des canaux plus humains, non officiels. Pas à travers les États. Nous avons honte de ce que fait l'État algérien. Nous avons honte de ce que font subir comme indignité et humiliation à la nation algérienne, par ricochet, alors que, aux yeux de la communauté internationale, actuellement, la nation algérienne est digne et résistante. Chers compatriotes, avec notre cœur chaleureux, avec nos salutations les plus sincères, nous vous remercions de nous avoir écoutés.